Salut Marine, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je suis vraiment content de passer du temps avec toi ce matin pour parler du Design Thinking Jam. Avant même, je trouve ça notamment très drôle parce que comme on se disait avant de commencer, on se connaît depuis longtemps, en fait, Oui. sur un vieux projet que j'avais mis quand on m'a parlé du projet la première fois. On m'a dit, bon, ben, on va faire le jam cette année avec Siva. C'est Marine Gaillard qui est la DG. Et puis, j'ai dit, mais ce nom-là me dit quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de Marine. C'est pas un prénom très courant. Non, exactement. Il n'y en a pas beaucoup. Puis, ça reste que dans l'organisme, je vais te laisser le présenter, mais ça reste évidemment dans l'exercice. En tout cas, il y a un volet d'exercice physique. Là, fait que, bref, j'avais fait des liens. Parce qu'on a déjà fait un projet qui s'appelait le Défi Talsom il y a plusieurs années. Puis d'ailleurs, je mets les gens au défi de retrouver la photo parce qu'il y a une photo de moi qui se promène encore sur Internet. Oui. Et il y a certaines personnes dans l'équipe qui ont réussi à la retrouver. Mais bon, j'aimerais mieux quand même qu'elle reste un peu dans les Internets là, sans qu'on la retrouve trop. Donc, bref, donc on est ici, on se retrouve pour parler du Design Thinking Jam. Design Thinking Jam, si je fais peut-être une mise en contexte, là, c'est un projet que chaque année Talsom fait avec un organisme à but non lucratif pour les aider à entreprendre ou à mener à bien un projet de transformation. Et donc, chaque année, on commence ça au mois de mai par une campagne de recrutement dans laquelle les organismes nous envoient leur candidature et leurs propositions de projet. Et ensuite de ça, ben, c'est un comité de notre équipe qui va analyser les différents projets, sachant que toutes les causes sont bonnes, mais ils vont les analyser en se disant, ben OK, est-ce qu'on pense qu'on est vraiment capable de faire une différence et est-ce qu'on a l'impression que aussi l'organisme va être capable de travailler au rythme que ça prend parce que ben, c'est pas tous les organismes qui ont la même maturité, c'est pas tous les organismes qui ont non plus la même taille d'équipe, puis c'est quand même assez intense, puis tu pourras nous en parler. Et donc, c'est un projet qui se fait à travers une approche de design thinking et dans laquelle il y a une journée importante qui est le Design Thinking Jam, qui est une session d'idéation géante à laquelle on invite tout le monde à venir participer. Et donc, vous avez déposé votre projet et je pense que le courant a passé. C'est ce qui fait qu'on se retrouve ici ce matin ensemble. Donc, écoute, sans plus tarder, je te demanderais, ben, t'es qui? Siva, c'est quoi? Et partons de là, en fait. Oui, ben moi, c'est Marine, donc je suis la directrice générale du Siva. Puis oui, on a déjà eu le plaisir de collaborer ensemble dans une autre vie pour un autre projet. Puis depuis ce temps-là, ben c'est ça, je suivais ce que faisait le Talsom, puis c'est comme ça qu'on a vu que le Design Thinking Jam existait, puis qu'on trouvait ça vraiment intéressant, fait qu'on a déposé une candidature. Puis le Siva, ben on est un organisme communautaire. On existe depuis 1961, donc on a un petit peu d'ancienneté. Je suis clairement pas là depuis le début. Puis, notre mission première, c'est l'inclusion sociale, la participation sociale des personnes en situation de handicap physique. On touche vraiment des personnes de tout âge. Donc, les plus jeunes ont autour de 6-8 ans jusqu'aux personnes âgées. On a une grosse panoplie de clientèle avec plein d'handicaps très, très variés et qui ont plein de besoins aussi très divers. Donc, pour répondre à tous ces besoins d'inclusion, on utilise plusieurs moyens. On fait de l'inclusion à travers le sport. Beaucoup, c'est quand même notre axe principal. Donc, à Montréal, on a du basketball en fauteuil roulant, du rugby en fauteuil, du power chair soccer, de la boccia qui est aussi très, très populaire comme sport. C'est quoi la boccia? C'est un sport qui est, on va dire, un dérivé de la pétanque, de la boccia italienne, en fait. Okay. C'est un sport de précision. C'est un sport de balles, c'est des balles en cuir. Il y a un cochonnet qui est lancé, puis ensuite, les deux adversaires s'affrontent pour amener la balle le plus proche possible du cochonnet. Okay. Puis ça se joue en gymnase. C'est un sport paralympique. On a des très bons athlètes à Montréal et au Canada. On a parmi les meilleurs athlètes au monde. Donc, ils étaient à Paris. Oui, certains, oui, du Siva étaient à Paris. C'est vraiment cool, ça. Oui. Y en avait-tu dans d'autres disciplines aussi? En basket aussi. OK. Donc voilà. Puis, on a toute une division en plein air.
Donc, en plein air, on fait plein d'activités, aussi bien en été qu'en hiver. Donc, en hiver, du ski de fond adapté, du patin adapté. On fait du vélo sur glace aussi, qui est une spécialité. Vélo sur glace? Oui, qui est une spécialité de la maison. C'est du vélo avec des chaînes, puis sur des anneaux de glace ou des patinoires. Donc, il y a des chaînes sur les... Oui, sur les roues des vélos. Sur les roues. Puis, y a-tu des patins aussi? Non, c'est juste des chaînes? C'est juste des chaînes, oui. J'ai jamais vu ça. Non, c'est une invention... Une invention maison, mais qui est très populaire et très le fun. Puis en été, on a un partenariat avec le parc Jean-Drapeau. On est là tout l'été pour faire du paddleboard adapté. Planche à pagaie. Dans le gros bassin? Le bassin d'Aviron? On fait ça vers la plage, au niveau de la plage. OK, la plage dorée. Oui, exact. Puis sinon, on fait du vélo, de la randonnée, beaucoup. Donc, c'est ça. Puis on a une plateforme de prêt de matériel. Donc, les gens qui sont membres chez nous peuvent emprunter gratuitement du matériel de plein air. Ce qui coûte extrêmement cher. Le matériel adapté coûte très, très cher. Donc, on a un gros inventaire de matériel. Donc, ça, c'est une bonne partie de notre temps aussi. C'est quelque chose qu'on a développé depuis la pandémie, là, puis qui est en grosse expansion. Là. Donc, on étoffe l'offre régulièrement. On a une division culturelle qui est très active aussi. On vient d'ailleurs d'inaugurer une murale pas très loin dans le sud-ouest de Montréal pour mettre en valeur l'inclusion dans le quartier, puis la diversité des personnes en situation de handicap. Puis est-ce que la murale a été faite par des membres du CIVA? Est-ce qu'on dit des membres, en fait, oui, des membres, exact. Non, elle a été faite par une artiste muraliste professionnelle qui s'est déplacée dans plein de nos activités, de nos ateliers artistiques pour rencontrer les membres, faire travailler avec eux, s'inspirer de ce qu'ils faisaient. Puis c'est un de nos membres là, qui est représenté sur la murale. Puis les techniques utilisées reprennent des techniques qui étaient utilisées dans des ateliers d'expression artistique qu'on faisait dans le quartier, qui jumelaient en fait des membres de chez nous et des jeunes de la Maison des Jeunes, la maison de... Puis elle est où exactement? Oui, elle est au coin de Delisle et Charlevoix, exactement, proche du parc, le long du parc Vinet. Donc, ça va devenir une destination. Les gens qui sortent du métro Lionel-Groulx, c'est juste à côté, vous pouvez faire un petit détour. Cool. Donc c'est ça, donc on a plein de cours divers et variés en art, dessin, peinture, etc. On fait des sorties culturelles aussi, beaucoup, des ateliers de peinture en plein air l'été, dans plein de parcs à Montréal. On se déplace à beaucoup d'endroits. Et puis, le dernier volet, c'est tout ce qui est vraiment inclusion sociale. Donc, on a des activités sociales pour que les gens puissent sortir, voir du monde, sortir de chez eux. On a toute une division en sexologie aussi qui fonctionne très, très bien, où il y a beaucoup de besoins. La sexologie, pour les personnes en situation de handicap, c'est vraiment un sujet qui est encore très tabou, où il y a beaucoup de besoins. Donc, on a sorti un guide, là, on sort un livre audio. On a des projets là, de balado là, pour l'avenir. Donc, c'est assez actif. Fait que c'est un petit peu les différents moyens qu'on utilise pour mener à bien notre mission. Puis c'est combien de gens vous touchez, en fait? Quand on parle de statistiques, il y a combien de gens au Québec qui sont en situation de handicap? Combien de membres vous avez? De quoi ça a l'air un peu? Les statistiques du nombre de personnes en situation de handicap, de façon générale, là, sont assez vieilles, pas très à jour, difficiles à avoir. Elles regroupent aussi les personnes âgées qui ont des incapacités dues à l'âge. Donc, c'est moins la clientèle qu'on touche. Donc, c'est difficile d'avoir un portrait clair de la situation peut-être du nombre de personnes en situation de handicap là, au Québec ou à Montréal. Nous, on a à peu près 350 membres qui participent à nos activités, mais en termes de nombre de personnes qu'on touche, on est plutôt autour de 2-3 000 par année, parce qu'on a aussi tout un programme de sensibilisation dans les écoles. Donc, on se déplace dans les écoles pour parler de la réalité des personnes en situation de handicap et en fait, on utilise le basket. Donc, on fait jouer les jeunes au basket en fauteuil. Qu'ils s'assoient dans un fauteuil, qu'ils aient vraiment l'expérience de jeu, puis tout ça dans un cadre ludique, oui.
Ça va être intéressant, ça, Oui. essayer du basket en fauteuil roulant. Super intéressant. Puis donc, les gens, est-ce que quand ils deviennent membres, est-ce qu'ils payent pour devenir membre du CIVA? Comment ça fonctionne? Oui, on a une carte de membre donc, qui coûte 25 $ par année, qui est le même prix depuis les années 2000. Donc, nous, on n'a pas suivi l'inflation. Ça fait partie... En fait, on a vraiment une mission d'accessibilité. On est financé aussi. Puis, ça fait partie de nos valeurs profondes, là, d'offrir de l'accessibilité, oui, aux personnes en situation de handicap, mais de l'accessibilité financière. Là. L'accessibilité, c'est dans plein de domaines. Ouais. Donc, on a vraiment ce désir-là. Puis, la plupart de nos activités, on a beaucoup d'activités qui sont gratuites. Tout ce qui est plein air, par exemple, c'est gratuit. Puis, on a quelques activités où il y a des frais minimes pour couvrir, tu sais, comme en dessin peinture, il va y avoir un frais, là, c'est 70 $ pour l'année au complet, pour couvrir un petit peu les frais de matériel, pour nous aider quand même à financer les activités, parce que oui, on a du financement, mais nous, on a un modèle d'affaires qui est complètement différent du milieu des affaires, c'est que plus on a de clientèle, de membres, plus on est déficitaire, et plus on doit aller chercher de l'argent, donc... Votre financement, il vient d'où? Gouvernement, par projet, avec des entreprises? Alors, on a une partie gouvernementale, le programme PESA qui nous supporte, programme de soutien aux organismes communautaires. On a Centraide aussi, qui est un bailleur de fonds important pour nous. Puis après, c'est vraiment des fondations. Soit fondations d'entreprises, soit des fondations privées, et des dons de particuliers ou d'entreprises. On va mettre les liens pour les dons. Puis je pense que la campagne S'entraide bat son plein aussi en ce moment. Là. Exact. Donc, elle est évidemment, super important de donner à S'entraide. Et ton organisation, ton équipe, elle a l'air de quoi? C'est combien de gens? Comment vous êtes structurés? C'est quoi les différentes spécialités que vous avez pour encadrer les gens? Alors, on est une petite équipe. En fait, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on a une équipe plus au bureau là, qui travaille à temps plein pour organiser, gérer toutes les activités. Donc, l'équipe actuellement, on est 7. Donc, ça fait beaucoup de boulot avec toutes les activités. Oui. Chez nous, on s'ennuie pas du tout. J'en doute pas. On s'ennuie vraiment pas. Donc, elles sont 3. C'est 3 filles là, actuellement. Elles sont 3 donc aux activités, programmes. Donc, à gérer vraiment terrain là, pour que tout fonctionne. Là, donc, s'assurer qu'on a les gymnases, les entraîneurs, le matériel, faire les suivis de matériel, etc., gérer la plateforme de prêt, vraiment tout. Et tout le volet plein air, c'est elles qui sont sur le terrain. Le plein air est vraiment opéré par nous à l'interne. J'ai une coordo aussi, donc des programmes et activités. Et après, on a quelqu'un qui est responsable, chargé de projet et financement, développement philanthropique, et Anthony qui est aux communications, puis moi. Donc, chez nous, il faut être très polyvalent. On fait beaucoup de choses différentes. Avez-vous des équipes de bénévoles qui travaillent avec vous? Après, sur les activités en tant que telles, ben là, c'est vraiment des bénévoles ou des professeurs qui sont engagés. Par exemple, en art, c'est le cas aussi en boccia. On a un partenariat avec le CREP, le Centre de ressources éducatives et pédagogiques, qui fait partie du Centre de services scolaires. Donc, c'est 2 professeurs qui sont engagés, employés du Centre de services scolaires, mais qui travaillent chez nous à temps plein pour donner les cours. On a certains sports, par exemple le basket, c'est des coachs bénévoles qui sont impliqués puis qui sont là, qui font les entraînements. On a un cours de yoga, là c'est une prof qu'on engage en yoga. Fait que ça dépend un petit peu des différents secteurs. Là. Mais oui, derrière ça, on a à peu près 25 intervenants terrain là, pour toutes les activités. Super. Puis, tu as parlé des différents programmes. Le volet santé mentale pour les gens, est-ce que c'est un volet que vous adressez? Y a-t-il des problématiques? J'imagine que, comme dans toute la société, il y a des problématiques de santé mentale. On en parle de plus en plus. C'est quoi votre... C'est vraiment une problématique qui est transversale, là, qu'on voit
pour tous nos membres, dans tous les qui participent à n'importe quel type d'activité. Fait que nous, la façon dont on l'aborde, c'est vraiment que aussi bien le sport que faire de l'art, ça a un aspect bénéfique sur ta santé mentale, on le voit. On est en train d'essayer de le mesurer, là, surtout en art, avec des questionnaires, etc., là, avant, après, pour voir un petit peu l'évolution. Mais c'est très difficile quand même d'avoir un suivi. C'est sûr qu'on a une clientèle qui vit beaucoup de défis. Surtout les membres qui ont des handicaps plus lourds, qui habitent dans des centres, qui ont moins je dirais, de contrôle un petit peu sur leur vie, là, pour certains. Ouais. Là. Ça peut être beaucoup plus difficile. C'est sûr que, tu sais, ils vont être tributaires. Je pense à certains membres qu'on a là dans nos cours d'art qui ont beaucoup moins d'autonomie. Ben, ils vont être tributaires de est-ce que l'intervenant a booké mon transport, est-ce que je vais pouvoir venir, est-ce que mon accompagnateur va être là, tout ça peut faire en sorte que ça fonctionne pas puis que cette personne-là ne pourra pas sortir de son centre, puis ben dans les centres c'est pas évident non plus, il y a des sous-effectifs comme partout. Dans le cas, tu parles des centres, est-ce que ce sont les CHSLD ou c'est d'autres centres pour les personnes en situation de handicap? Ça dépend. Il existe plein de types de ressources. Certaines personnes, même des très jeunes, des fois, sont en CHSLD. Ça, c'est très difficile. Hein. C'est sûr que quand tu as 25 ans puis que tu es dans un CHSLD, le CHSLD, qu'il soit bien, pas bien, c'est pas vraiment ta place quand même. Mais selon les soins que tu as besoin, des fois, c'est ce qui arrive. Il n'y a pas d'autre place. Puis tu es en CHSLD à 25 ans. Ça fait que ça peut être difficile à vivre pour certains. On a aussi tous ceux qui ont soit qui ont eu des différents types d'accidents ou qui ont des maladies dégénératives, évolutives. Il y a aussi toute la notion de deuil là, qui est à faire, là, de perte d'autonomie. Fait que oui, il y a quand même beaucoup de difficultés. Là. On sait que c'est vraiment un souffle là, que les gens peuvent prendre là, souvent de venir dans nos activités, de voir d'autres gens, de pouvoir sociabiliser, de rencontrer d'autres personnes qui sont en situation de handicap aussi. On le voit beaucoup. Nos clientèles sont très différentes en fonction des types d'activités. Mais par exemple, au rugby, en fauteuil, c'est souvent des gens qui ont eu un accident de la route, par exemple. Ça arrive. Là. Puis c'est sûr que là, c'est difficile. T'avais ta vie, t'avais jamais pensé à ça, t'as un accident, tu te retrouves dans un centre de réadaptation pendant 6 mois où tu réapprends des choses de base du quotidien. Là. Comment transférer de ton lit à ton fauteuil, comment manger, comment t'habiller. Tu réapprends des choses que t'avais appris durant l'enfance. Puis là, souvent, ce qui revient, c'est nous, on se déplace dans le centre de réadaptation, on leur fait essayer, on leur dit « OK, parfait, viens à l'entraînement ». Là, ils arrivent, puis ils voient plein d'autres personnes qui ont un peu le même parcours de vie qu'eux, le même type de handicap, puis qui, eux, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans. Puis là, ils voient « OK, je pourrais être là ». Puis cette personne-là a gagné en autonomie. Ah, elle fait comme ça pour faire son transfert de son fauteuil de la vie quotidienne à son fauteuil de rugby. OK, elle conduit, elle a une vanne adaptée, donc ce serait possible aussi, moi, de conduire. Fait que ça leur donne vraiment aussi une perspective d'évolution, puis vers l'autonomie. Oui, d'espoir aussi. Puis de se retrouver avec d'autres personnes qui ont la même réalité qu'eux, parce que là, peut-être tu te retrouves dans tes soupers avec tes amis, t'as pas la même réalité, puis c'est juste compliqué parce que là, il faut trouver des restos où tu peux rentrer, puis qui sont accessibles, puis où il n'y a pas de marche à l'avant, tu sais. J'imagine au Québec aussi, on a un climat qui doit aussi rendre ça encore plus difficile pendant l'hiver, l'accessibilité, puis c'est pas... La plupart des personnes en situation de handicap détestent l'hiver. Ouais, je comprends. Le déneigement est un défi, puis juste... T'as froid, là, faut que tu roules, t'as froid aux mains, là, te pousser avec tes roues. Enfin, c'est pas très... c'est pas très friendly, là, quand même. Y a-tu une certaine évolution dans les dernières années par rapport à la notion d'accessibilité? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on n'en entend pas beaucoup parler, mais est-ce que les choses bougent quand même un peu? Alors, oui, quand même. Moi, ça fait 10 ans là, ça va faire 10 ans là, que je suis dans l'organisme. Fait que, oui, on voit une évolution. Est-ce que l'évolution est assez rapide? C'est plus ça la question. On aimerait qu'elle soit un peu plus rapide. On en entend, nous, de plus en plus parler. C'est sûr qu'on est
plus en plus interpellés par des comités, par la ville, dès qu'il y a des choses qui sont faites, des travaux d'accessibilité. Mais tout n'est pas encore compris, pris en compte. Ça coûte plus cher aussi là, de faire de l'accessibilité des fois. Pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais des fois, on a aussi beaucoup d'éducation qu'on fait sur ce genre de projet-là, de dire, ben, faut pas le voir en termes de chiffres. Faut pas se dire, mais combien de personnes vont utiliser le service ou le lieu accessible, là, la rampe, si on parle d'accessibilité physique, là, à tel endroit. Parce qu'en termes de chiffres, c'est sûr que c'est pas rentable si on regarde ça comme ça, parce qu'il y a moins de personnes en situation de handicap que par rapport à la population. Mais moi, je dis toujours, faut voir ça, les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière. Est-ce qu'on veut que tous les citoyens aient accès aux mêmes services? Si la réponse est oui, on ne devrait pas se poser la question de est-ce que c'est rentable, pas dans un contexte de société. Tout le monde devrait pouvoir avoir accès aux mêmes services, puis on ne devrait pas se poser la question de est-ce que je suis capable d'aller à tel endroit? Toi, tu te le poses pas, je me le pose pas. Personne ne devrait se le poser, tu sais. T'as fait raison. Surtout dans les nouvelles constructions, quand on design maintenant, ça devrait effectivement faire partie des réflexes. Mais c'est de plus en plus le cas, là, quand même. Là. C'est de plus en plus pris en compte. Tu disais ça fait 10 ans que t'es là. On a fait référence tantôt à une deuxième vie. On s'est vu dans une autre vie. Qu'est-ce qui t'a emmené chez Siva, et ça a été quoi ton parcours? Es-tu arrivé DG ou qu'est-ce que ça a été quoi ton parcours? Mais moi, à la base, je suis kinésiologue de formation, donc c'est dans cette vie-là qu'on s'est rencontrés pour le défi Talsum, qui était un défi d'entraînement. Puis moi, je suis rentrée au Siva vraiment pour développer tout le volet jeunesse puis le volet sportif. Donc, je travaillais vraiment aux activités. Puis j'ai fait à peu près tout là, quand il y avait des remplacements aussi, des gens qui partaient. Donc j'ai à peu près travaillé dans presque tous les postes. Puis donc j'ai été aux activités, je suis devenue coordonnatrice des programmes. Puis ensuite l'ancien directeur en fait qui était au Siva, Daniel, qui a été un peu mon mentor, partait à la retraite après 40 ans dans l'organisme. Fait que non, il n'avait pas fondé. Non, il n'avait pas fondé, mais il a été là un bon bout. Il a vécu quelques années, là. Exact. Ça a été le seul, d'ailleurs, le seul homme directeur général du CIBA. Avant ça, c'était des femmes aussi. Fait que pour l'époque, dans les années 60, une femme directrice générale, c'était un peu moins courant, mais... Donc lui partait à la retraite, donc j'ai été directrice adjointe, puis on a fait une transition pendant 2 ans pour que je reprenne la direction. Puis j'ai beaucoup appris de lui, j'ai fait beaucoup de formations parce que maintenant, je suis beaucoup moins terrain, donc je fais plus de gestion, de RH, de comptabilité. De recherche de financement. De recherche de financement, ça, c'est une grosse partie... Effectivement. Okay. Ah, c'est intéressant. Puis, écoute, t'as fait allusion, puis on va venir au jam, là, mais j'ai plein de questions qui se bousculent. T'as fait référence, justement, au service que vous avez développé pendant la pandémie. Tu sais, veux pas, ça a été dur pour tout le monde, mais j'imagine un peu, tu faisais référence, justement, à la dépendance à d'autres que peuvent vivre les personnes en situation de handicap. Comment ça a été... vécu cette période-là par eux? Ça a été extrêmement difficile. Hein. Il y a des gens qui ont été, je vais utiliser le terme enfermés, là, parce que c'est pendant des mois et des mois là, à pouvoir voir personne, dans des conditions qui étaient très difficiles mentalement. Là. Puis aussi, il y a eu beaucoup de décès. Hein. Donc, c'est difficile quand tu peux pas socialiser, voir personne, que tu es enfermé dans ta chambre, puis que tes amis, puis les gens que tu connais décèdent les uns après les autres. Là, c'est un peu ça la réalité. Hein. On a quand même une clientèle qui est fragile, donc ils sont plus à risque. Ça a été vraiment difficile. Nous, on a vécu la pandémie très différemment de beaucoup de gens. Nous, on a été en télétravail 3 mois seulement.
Fait que nous, le télétravail, on ne connaît quasiment pas ça. On fait beaucoup de terrain. Donc, nous, on est au bureau quasiment à 100% du temps. Ben, au bureau. Je dis au bureau, mais en fait aussi beaucoup à l'extérieur en activité avec les membres. Et très, très rapidement, nous, on était considérés comme un service essentiel. Donc, on était ouvert. Le CIUS là, nous fournissait tous les masques, les équipements de sécurité. Et on a mis plein de services en place. Donc, par exemple, on a fait de la livraison dans les différents centres de matériel sportif. Mm-hmm. Et on faisait des entraînements en ligne. En art, en art, c'est drôle parce qu'on a ressorti un petit peu une vieille méthode là, qui se faisait avant, là, des cours par correspondance. Parce que c'est une clientèle plus âgée. Donc, ils recevaient leurs cours par correspondance, puis ils réécrivaient au professeur par écrit, puis ils renvoyaient comme leur travail, puis ce qui avait été fait. Okay. Mais ça les occupait, puis il y avait comme une interaction qui n'était pas en ligne, là, mais qui permettait quand même là, par écrit. Parce que dans les CHSLD, à cette période-là, les gens n'avaient pas forcément accès à Internet, puis ils ne pouvaient pas forcément tous se connecter à des liens Zoom ou autre. Puis certains de nos membres qui n'ont pas la capacité de le faire tout seuls, donc il faut qu'ils soient accompagnés. Mais à cette période-là, personne ne pouvait rentrer dans les centres. Mm-hmm. Donc le seul moyen de communication, c'était de le renvoyer par correspondance. Donc, il a fallu qu'on soit créatif. Absolument, c'est incroyable. Ouais, puis créatif dans de la technologie, mais des fois dans du très, très terre-à-terre non technologique parce que la technologie n'était pas rendue à ce moment-là dans certains milieux, là, dans le milieu de la santé, les CHSLD, les gens n'avaient pas accès à des tablettes puis à pouvoir se connecter sur des rencontres en ligne là, tout le temps. Fait que ça a été très difficile, mais je te dirais je pense que notre grosse force, c'est qu'on a été très actifs. On a su vraiment se retourner très rapidement, offrir des services. On a travaillé avec le Centre de réadaptation Marie-Enfant. On a développé tout un programme d'activités, aussi bien physiques que plus culturelles, la bricolage, avec des fiches, etc., pour les enfants, pour les parents, là, pour qu'ils puissent occuper leurs enfants à la maison, parce que les thérapeutes, eux, ne pouvaient plus les voir en centre de réadaptation. Donc, ils voyaient comme tous les bénéfices dégringoler. Donc, on avait mis en place des fiches pour que les parents puissent faire des exercices à la fois comme sous forme de jeu, là, mais des exercices qui permettaient de maintenir les acquis le plus possible qu'ils avaient eu en réadaptation. Donc, on a vraiment su s'adapter puis faire plein de choses pour ce moment-là, là, mais ça a été vraiment une parenthèse très spéciale là, pour nous. Là, vraiment. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, comme tu dis, les acquis, il y a beaucoup d'acquis, puis à un moment donné, il faut les garder. Donc, si on devient moins mobile, si on socialise moins, bien effectivement, il peut y avoir des fois des reculs qui peuvent être dramatiques. Ça a été très, très néfaste. Oui, c'est sûr, ça a été très, très néfaste. On a vu des grosses pertes d'autonomie là, quand nos membres sont revenus, là, quand on a réouvert. Là, c'était... À quelle période vous avez vu, puis à quelle période vous avez pu recommencer à faire... Ça a été très long? Ouais, quand même. Je te dirais que je me souviens plus exactement. Ça commence à dater. Commence à dater. Hein? Des fois, on se dit, la pandémie, c'est loin, mais des fois... mais en même temps, j'imagine aussi, vous aviez, comme tu dis, une clientèle qui est vulnérable, donc il fallait aussi faire attention. On avait au retour, là, on avait des protocoles extrêmement stricts, presque militaires. Là. C'était vraiment très, très strict. C'était l'époque où il fallait que les gens soient vaccinés. On vérifiait tous les matins les codes de vaccination. Il y avait des postes, là, les gens devaient passer pour se désinfecter, mettre tous les accompagnateurs devaient avoir les visières, les masques, les gants, machin. C'était vraiment... c'était quelque chose, là. C'était vraiment... Mais je te dirais que je me souviens plus, pour être très honnête, de date précise, mais les activités sont restées quand même fermées relativement longtemps. Là. Je sais pas si c'est pas à partir de peut-être début 2021, je me souviens plus trop, là, quand c'est que... combien de temps on a... Tout le Québec et puis le monde au complet a été un peu en stand-by, là, mais ça a été long. Hein, ça a été long. Des fois, on a des flashbacks. Là, on se dit, c'est vrai que... Ouais, vraiment. Écoute, ça nous emmène peut-être au jam, effectivement. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à
à déposer un projet, puis c'est quoi le projet, puis on en est où, en fait. Puis je pourrais peut-être expliquer un peu c'est quoi la démarche un petit peu plus en détail, mais justement, c'est quoi le projet que vous avez, sur lequel vous planchez à l'heure actuelle avec l'équipe? Ben, on a toujours plein de projets en cours, plein d'idées. On est une équipe, on est petit, on est une petite équipe, mais on est une équipe très dynamique, assez jeune. Puis souvent, là, on parle de qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est quoi les problématiques qu'on a. Puis on essaye souvent de se poser, tu sais, de regarder les problèmes, puis d'essayer de voir, OK, comment est-ce qu'on peut traiter ce problème-là différemment. Tu sais, on existe depuis 1961. Oui, il y a des problématiques qui sont nouvelles, mais il y a aussi beaucoup de problématiques qui sont récurrentes, soit au CIVA, soit récurrentes, tu sais, dans la société, dans les organismes comme le nôtre. Souvent, je me dis, OK, tu sais, les gens ont déjà essayé plein de choses. Donc là, il faut qu'on aille sur des choses qui n'ont pas encore été faites. Il faut qu'on innove un peu. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Puis le jam, ça faisait déjà plusieurs années que je le voyais passer, mais j'attendais qu'on ait comme la bonne idée, là, le bon moment, le bon, que ça fit. Et une des problématiques qu'on a au CIVA, mais qui est une problématique systémique, je pense, partout, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les jeunes, nos jeunes, soient plus actifs. On le sait, là, les jeunes sont collés devant des écrans, puis c'est difficile de réussir à faire en sorte qu'ils fassent du sport ou qu'ils s'impliquent dans des activités, ça peut être culturel aussi, mais là, principalement sportive aussi. Fait que c'est une problématique qui a n'importe quelle famille a ou que les autres organismes ont aussi, mais nous, on a une difficulté supplémentaire, je pense, reliée au handicap, puis aux différents obstacles, en plus à la pratique. Et c'est sûr que le recrutement des plus jeunes est vraiment difficile. Comment est-ce qu'on arrive à les trouver aussi, ces jeunes-là? Ils sont dans des écoles, mais ils sont où? Ils sont inclus dans des écoles régulières, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, comment on les rejoint, comment est-ce qu'on arrive à les intéresser à faire du sport, à être actifs, tout ça dans le but, ben oui, qu'ils aient une bonne santé physique, mais aussi mentale, qu'il y ait tout le côté social, etc. Donc c'était ça, la problématique qu'on a présentée au Jam. Comment aller mieux rejoindre les jeunes, aller les toucher. Est-ce que c'est plus de communication? Est-ce que c'est changer nos méthodes, nos façons de faire? Ils veulent quoi, les jeunes de nos jours? Est-ce que du sport, des activités très organisées, est-ce que ça leur convient encore? Ou est-ce que c'est autre chose qu'ils ont besoin? Donc, on est vraiment dans cette réflexion-là. Cool. Puis là, vous en êtes tout, parce que dans le fond, quand on commence un projet, il y a toujours la première phase d'empathie, donc d'aller, de recherche d'empathie, donc de comprendre bien les personnages, d'être capable de se mettre dans la peau autant que faire se peut, des gens à qui le projet va s'adresser. Puis ensuite ça, là, on va aller définir le challenge précis, parce qu'on part d'une grande problématique, on va avoir un challenge qui va être présenté au Jam le 6 novembre. Là, vous en êtes où avec vos équipes? Oui, la phase d'empathie a été complétée. Okay. Donc, on a réussi à aller mobiliser là, les gens qu'on voulait. L'objectif, c'était de parler à des parents, de parler à des jeunes qui étaient membres chez nous, d'autres qui ne l'étaient pas, justement, pour voir pourquoi. Puis de parler aussi à plein de types de professionnels, principalement. Donc, on avait ciblé des personnes qui travaillaient dans des écoles spécialisées. Okay. Et des professionnels aussi de la santé dans les centres de réadaptation pour enfants. Donc, pour voir un petit peu... c'est ça, avoir un portrait là, global puis large de c'est quoi le besoin, c'est quoi les contraintes, c'est quoi les leviers aussi qu'on peut avoir. Donc, de regarder un petit peu tout ça. Puis, on l'a vraiment vu large en termes de, oui, les jeunes, mais la famille. Ouais. Parce que, en fait, oui, il y a le jeune, mais la famille autour est très importante. Selon les cas, selon l'âge, des fois, c'est plus le parent aussi qui décide. Faut que ça puisse rentrer dans un contexte familial, là où il y a des frères, des sœurs, il y a plein d'activités, il y a l'école. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment on est vraiment allé chercher large là au niveau de la phase d'empathie puis des différents personas. Puis là, on est dans la phase là de définition, analyse là de tout ça. C'est l'équipe chez Talsam là qui est plus en train de mettre ça en place. Dans la préparation du Jam là aussi pour
pour novembre. As-tu des scoops à nous donner? Moi, je le sais pas, hein, on me dit rien, on me garde dans le noir. Fait que je sais pas où est-ce que ça va être quoi le Design Challenge. Si tu peux nous en donner, je suis tout à fait ouvert. Ouais, j'ai pas de scoop. Je peux déjà dire aux gens que ça va être le 6 novembre. Ouais. Ça, ils peuvent noter la date dans leur agenda puis prévoir de s'inscrire. Puis ça, en est en définition du lieu, là. C'est pas mal... Ouais, je pense que c'est entre deux, là. Effectivement, je voudrais rien dire là parce que je veux pas me tromper. Puis combien tu penses il va y avoir des membres d'Issiva qui vont être là? Ça va être super intéressant parce que effectivement, quand on fait un jam, on essaie toujours et c'est ça la force en fait de l'approche, c'est ça la force du design thinking, c'est d'avoir des équipes qui sont multidisciplinaires, qui vont amener différents points de vue et d'intégrer en fait je veux dire bénéficiaires, mes membres, là, c'est jamais... ça dépend toujours du contexte, là, mais dans la réflexion, dans les équipes d'idéation aussi, pour que les gens puissent interagir aussi, puis vraiment aller comprendre, parce que quand on sort des idées, on peut sortir des idées, mais d'avoir quelqu'un qui va dire « Oui, mais tu parlais de conduire, tu parlais de l'hiver, d'être capable d'emmener ces éléments-là très concrets, c'est super important. Donc, combien tu penses qu'il va y avoir de membres à la journée? J'ai pas de chiffre exact, là, mais je pense qu'il va y avoir quand même une belle représentation de nos membres. L'idée, ça va être d'aller chercher une variété encore de membres, des plus jeunes, des moins jeunes, des adultes aussi, qui ont eu comme tout un parcours dans différentes disciplines aussi. Fait que notre objectif, là, c'est vraiment ça, là, d'aller chercher le panel le plus complet, avec différents types de réalités, différents types de handicaps, certains qui sont plus autonomes, d'autres qui le sont moins, certains qui sont en fauteuil roulant manuel, d'autres en fauteuil roulant motorisé. Déjà là, la réalité est pas tout à fait la même. Donc, ça va vraiment être ça, là, l'objectif, d'avoir le plus grand panel, mais je pense qu'on va avoir une bonne réception là, chez nos membres, puis ils vont être contents de participer. Là. C'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir un projet qui est pour les membres et par les membres, là, qui soit inclus là, dans la démarche. Là, c'est essentiel pour ce genre de projet. C'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte. Moi, c'est toujours une de mes... c'est quoi? C'est la 7e, je pense, édition, ou peut-être même 8e. Je vais me faire chicaner parce que on avait commencé en 2018. Donc, bref, je ne fais pas le calcul là, mais oui, je vais le faire. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Donc, c'est la 7e. Moi, c'est une de mes journées préférées. Malheureusement, avant, j'étais vraiment beaucoup plus dans le projet. Malheureusement, dernièrement, j'ai moins pu le faire. Mais c'est une journée qui est tellement inspirante, qui est tellement énergisante en fait, puis qui donne du sens aussi, je pense là. Qui donne du sens et nous c'est beaucoup. Des fois, c'est peut-être un peu égoïste la manière dont c'est parti. On a commencé, le premier projet qu'on a fait, c'était avec l'itinéraire et ça se voulait pas devenir une tradition chez nous. Mais une fois qu'on a fait ce premier projet-là, on a remarqué qu'effectivement, on avait beaucoup aimé être capable de mettre nos compétences, notre savoir au profit d'une cause. D'autant plus que notre mission, c'est de créer un impact positif à travers les gens, l'innovation et la technologie. Mais veut pas, on est dans l'industrie un peu du savoir, des services professionnels. Ce qu'on fait, c'est pas concret. C'est concret, mais faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est concret, mais c'est virtuel. On fait pas une construction. Exactement. Donc, des fois, c'est plus difficile de dire, OK, comment on contribue. Plus difficile pour nous de prendre une équipe et de dire, OK, on va aller construire un parc dans une école. On n'a pas... Je suis sûr qu'il y a des très bons menuisières dans l'équipe, mais c'est pas nécessairement le core de ce qu'on fait. Et la première fois qu'on a terminé l'exercice, on s'est dit, wow, c'est trop le fun. Il faut le refaire. Ça donne effectivement un sens à ce qu'on fait au fil de l'année. Parce que si on veut, mécaniquement, en fait, nous, on définit le budget, si on veut, d'un exercice à partir de notre chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc, l'engagement qu'on a pris depuis quelques années, c'est de remettre 1% de nos revenus à une cause à travers, justement, des projets.
Et donc, ce qui vient vraiment justement donner cette notion-là de sens, même donner un sens à la croissance, plus on va grossir, plus on va être capable de faire des jams. J'espère qu'un jour, il y en aura. Puis ça, mon équipe fait comme, ouais, mais là, c'est beaucoup trop. Mais j'en ferais un par mois si on pouvait. Ça serait vraiment super cool. Et donc, il y a vraiment ça. Donc, c'est ça un peu l'histoire du jam. Je pense que c'est vraiment une plus-value, aussi bien pour les entreprises là, comme Talsum que pour nous de pouvoir travailler ensemble. Je pense que c'est vraiment, comme tu le disais, là, c'est inspirant, puis ça donne du sens là, de votre côté. Puis nous, de notre côté, ben, ça nous donne accès aussi à des ressources supplémentaires, à des compétences qu'on n'a pas chez nous, à une vision extérieure. Oui, le projet, c'est toujours des projets soutenus, là, ce genre de projet, mais c'est intéressant pour nous, ça donne une certaine rigueur de travail, ça apprend aux équipes à travailler différemment, ça nous permet de travailler avec une autre réalité, la réalité plus entrepreneuriale et moins sociale. Et je trouve que c'est vraiment intéressant des deux côtés. Ça permet il y a une complémentarité là, qui est vraiment très intéressante. Je pense que moi, de ce que je vois là un peu les équipes de chez Talsum, je pense qu'ils trouvent ça le fun, puis ils trouvent ça vraiment intéressant comme projet. Nous, l'équipe chez nous adore travailler aussi sur le projet. Fait que je trouve ça... Il y a de plus en plus d'entreprises là, qui commencent à le faire. Mm-hmm. Et je trouve que c'est vraiment gagnant-gagnant. Et au-delà du projet en tant que tel, je trouve que nous, ça rentre dans notre mission aussi de sensibilisation. Les 100 et quelques personnes, ou je sais pas combien on sera là pour le jam, mais toutes ces personnes-là... Dans le fond, on était 200, là. C'est ça. Plus on aime, mieux c'est. Mais tous ces gens-là vont être sensibilisés à la cause, à l'inclusion, à la réalité des personnes en situation de handicap, et aussi que dans la vie, c'est bien de voir juste ce qu'on fait, sa petite personne, etc., mais de aussi des fois travailler pour les autres, donner son temps pour les autres, le bénévolat, c'est important. C'est important pour la société, c'est important pour le développement en termes d'être humain. Puis c'est quelque chose qui, je pense, faut continuer à inculquer puis à insuffler aux différentes générations là, qui sont impliquées dans sa communauté. Il faut le faire. Là, Absolument. Puis ce qui est le fun, tu parlais justement de sensibilisation, puis c'est un des éléments qui moi, je vais toujours beaucoup en chercher, ou j'en retire beaucoup des exercices, c'est l'authenticité. Parce que à travers une démarche, notamment à travers une démarche de design thinking, il faut aller au-delà des apparences, il faut aller au-delà du politically correct. Et à chaque fois qu'on fait ces exercices-là, ben moi, je trouve que je mets des mots, ça m'apprend davantage sur la situation des gens avec qui on travaille. Tu parlais tantôt d'un tabou qui est la sexualité chez les personnes en situation de handicap. Ben ces projets-là permettent d'en parler. Je me souviens quand on avait travaillé avec l'itinéraire la première fois, Luc, qui est encore le DG de l'itinéraire, disait, ben, tu sais, les camelots qui vivent dans une situation de précarité sociale sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes de toxicomanie ou d'alcoolisme. Ben, c'est des mots que souvent on va éviter de dire parce qu'on veut pas blesser ou stigmatiser. Je pense qu'évidemment, c'est important de pas stigmatiser ou blesser les gens. Mais en même temps, si on veut être capable de trouver ou de définir tout le monde ensemble des solutions qui vont être pérennes et qui vont être réelles, ben faut en parler parce que si on n'en parle jamais, ben on finit par trouver des solutions qui vont peut-être être super belles, mais sur papier, mais ne répondront pas aux besoins des gens. Donc ça, c'est le bout, en fait, probablement que je trouve le plus motivant, finalement. Moi, c'est d'aller au fond des choses, puis à travers, effectivement, comme tu disais, cette journée-là, d'être capable d'aller sensibiliser des gens qui vont sortir de l'exercice changé, avec une perception qui va être différente, ne serait-ce que des contacts qu'ils vont avoir eu pendant la journée. Puis dans leur vie de tous les jours, tu sais, des fois, je sais pas moi, t'es à l'épicerie, tu vois une personne en fauteuil là, qui essaye de sortir, puis tu veux l'aider, mais tu sais comme pas trop comment aborder, parce que t'es comment, est-ce que tu veux que je te tienne la porte? Puis là, ben, tu sais, c'est un peu, tu sais, la peur de l'inconnu, là, tout le temps qu'on a. Puis, c'est ça, tu sais, à travers ces journées-là, ben, tu viens aussi enlever un petit peu ces barrières. Puis la prochaine fois, ça va être naturel, là. La personne va même pas se poser de questions. Puis elle va être comme, hey, salut, ça va? Est-ce que tu veux que je te tienne la porte? Tu sais, je donne un exemple très concret, là, un peu banal, mais je trouve que ça permet vraiment ça, là, aussi, là, de... Souvent, c'est ça, il y a un petit peu de
de gêne de l'inconnu, là, tu sais, quand que ce soit les personnes en situation de handicap, tu parlais d'itinérance tout à l'heure, là, tu sais, on va pas toujours vers l'autre. Quand on connaît pas la réalité. Donc, ça permet vraiment d'amener à mieux vivre aussi tous ensemble dans la société, là. Écoute, ça semble être des très belles paroles pour conclure notre discussion. Merci beaucoup. Merci d'avoir d'avoir déposé un projet, parce que c'est de l'effort de déposer, c'est de l'effort participer. Donc merci à toi et aussi à toute ton équipe de ce que vous faites. Je pense que c'est vraiment super inspirant et vraiment très très important. Et puis merci pour ton temps ce matin aussi, de nous avoir parlé de SIVA, de nous avoir parlé, de nous avoir éduqués par rapport aux différentes problématiques. Puis écoute, on va se revoir d'ici le 6. Oui. Et évidemment, j'invite tout le monde. Là, il va sûrement avoir un lien en quelque part pour aller s'inscrire au Jam. C'est réellement ouvert à tout le monde. On va évidemment dévoiler, ça va être où l'endroit. Ça va être une après-midi. Je pense, en fait, je suis certain, il n'y a jamais personne qui l'a regretté, honnêtement, au contraire, d'avoir participé. Vous allez apprendre sur des gens, vous allez apprendre sur une méthode, puis vous allez pouvoir contribuer concrètement à, je pense, faire un impact positif puis faire une différence dans la vie des gens. Merci pour la belle entrevue, puis merci pour le projet, surtout pour le Jam, d'avoir créé cette belle opportunité. Puis on espère qu'il y aura plein de monde au rendez-vous. Yes! Salut! Merci. Ciao! Bye.